recherche depuis ces 2 dernières années, et principalement les découvertes de l'année dernière. Voilà, pas la peine de forcément rentrer dans les détails, mais donc on travaille sur ce secteur situé à l'extérieur des remparts de la ville. Donc je le répète, c'est quand même important, c'est un programme qui est porté par l'UMR Arteis, dont vous avez entendu parler tout à l'heure, qui est le laboratoire de l'Université de Dijon, qui est financé, et on les remercie, par le ministère de la Culture, et qui bénéficie d'un soutien fort de la ville d'Autun et du centre archéologique également de Bibracte. Donc effectivement, depuis 2013, ce programme permet la réalisation de plusieurs chantiers programmés chaque année, qui se passent généralement l'été. Juste pour rappeler les choses, on est intervenu à partir de 2013, à partir d'une cartographie déjà réalisée des vestiges à l'aide de moyens géophysiques, donc qui ont été réalisés sur une vingtaine d'hectares, qui ont permis de repérer les principaux éléments structurants du secteur. Vous reconnaissez notamment ici le théâtre du Haut du Verger, qui ressort clairement des anomalies en fait, et puis le secteur ici du quartier artisanal. Ici, les parcelles qui sont zonées en rouge ont été des zones qui ont été complétées durant la campagne de 2019. Alors, très rapidement, effectivement, donc c'est un quartier qui se divise entre une zone cultuelle, avec une étude notamment qui a porté sur le temple de Janus, une zone artisanale qui est explorée maintenant depuis 2014, et puis en dehors un petit peu du programme également, il ne faut pas oublier la présence d'une nécropole à proximité de la Roue, et qui est dominée notamment par donc un grand mausolée circulaire qui date de l'époque augustéenne, de la création de la ville certainement. Alors ça, c'est des questions auxquelles on arrive à répondre un petit peu mieux maintenant. En fait, on va y revenir au cours des communications que vont faire les responsables d'opération, et notamment Stéphane Alix. Donc, on s'est posé la question de savoir quel était le rôle d'occupation ancienne, en fait, pré-proto-historique, dans la mise en place de ce quartier, de ce complexe. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi effectivement Autun pour y implanter la nouvelle capitale des Éduins, une fois que Bibracte a été abandonné. Deuxième question, en fait, quelles sont les modalités d'aménagement, et vous avez pu le constater récemment avec les inondations, en fait, les modalités d'aménagement d'un terroir contraignant et notamment inondable. Et puis, autre question également, quels sont les rythmes de développement et d'organisation du complexe de l'époque gallo-romaine? Et enfin, dernière question, quels sont les liens en fait entre ce quartier situé en dehors des remparts et la ville d'Autun? Alors, on y reviendra tout à l'heure, effectivement, par un diaporama que je commenterai très succinctement du responsable d'opération, qui est donc Franck Ducreux, qui a pris en charge effectivement une fouille depuis 2017 sur les occupations les plus anciennes de ce secteur de confluence, à savoir l'exploration d'une grande enceinte néolithique d'une dizaine d'hectares de superficie. Donc on y reviendra effectivement tout à l'heure. Donc c'est une enceinte qui se situe à l'ouest du théâtre du Haut du Verger. Alors quelques images, on y reviendra, de la première intervention qui a eu lieu en 2017, une petite photo aérienne. Vous reconnaissez le temple de Janus et la ville d'Autun en arrière-plan, et puis ici les vestiges très impressionnants, notamment les trous d'implantation des poteaux de la palissade qui fait le tour qui enserre cette enceinte. Deuxième grand chantier pour l'époque antique, c'est évidemment le chantier qui a été dirigé par Martine Joly et Philippe Barral sur le temple de Janus, donc entre 2013 et 2018. Ici, je vous redonne quelques images de l'intervention de 2018 qui a concerné quasiment exclusivement l'exploration de l'intérieur de la cella
du grand temple romain, et qui a permis effectivement de retrouver des vestiges qu'on va rapidement voir, hein, qui permettent d'ancrer l'occupation du secteur dans la période lathénienne, c'est-à-dire avant la fondation de la ville d'Autun. Et puis, on dira que la synthèse des données depuis 2013 permet de mieux comprendre comment s'organise le développement de ce sanctuaire entre cette période lathénienne et puis le Moyen-Âge. Alors, juste quelques images qui sont ce petit plan notamment qui est issu des fouilles de 2018. Donc là, vous reconnaissez les grands murs donc, du grand temple qui est conservé en élévation. Donc l'intervention a été réalisée à l'intérieur. Et ici, vous avez des vestiges qui concernent deux bâtiments successifs construits en terre et en bois et en torchis, qui sont pré-augustéens, qui sont antérieurs donc à la fondation de la ville. Ici, donc, c'est le plan des vestiges les plus récents. Donc, quelques photos. Donc, vous voyez effectivement les sols en terre battue, recouverts d'une couche de cendres, puisque ce sont des bâtiments qui ont été détruits par le feu. Certains bois étaient conservés en place à l'intérieur, notamment des trous de fondation des poteaux porteurs. Donc il y a des données dendrochronologiques, des données C14 également, et l'étude du mobilier qui va permettre un petit peu de préciser cette chronologie dans la période gauloise. Alors c'est un bâtiment dont l'étude des enduits peints par Nicolas Delferrière a permis de mettre en évidence effectivement donc un décor coloré et notamment figuré sur ces bâtiments qui sont très précoces, et donc c'est des choses qui sont assez exceptionnelles et intéressantes à l'échelle de la Gaule. Et puis vous repérez effectivement quelques traces d'enduits. C'est très abîmé, hein, c'est effectivement des enduits sur terre crue qui ont été conservés par le fait qu'ils ont été brûlés lors de l'incendie. Et puis vous repérez effectivement au revers des traces notamment ici de clayonnage. Hein, c'est donc la terre crue qui était disposée sur du clayonnage. Alors voilà un plan effectivement d'un bâtiment partiellement connu, le plus récent dans ces bâtiments pré-augustéens, donc à l'intérieur de la cella du Grand Temple. Donc juste pour rappeler qu'effectivement entre la période lathénienne et le IIIe siècle, on a une sorte d'empilement de plusieurs temples successifs, avec le centre géométrique, si vous voulez, du sanctuaire lié au temple de Janus se situe géométriquement toujours au même endroit, et on empile successivement les bâtiments les uns au-dessus des autres. Nous aurons donc une communication de Stéphane Alix qui va nous présenter un petit peu les résultats sur le quartier artisanal. Pour revenir un petit peu sur les investigations antérieures, donc c'est un quartier qui a été exploré dès 2014 par Mathieu Thivet de l'Université de Franche-Comté, notamment dans ce secteur-là, à proximité du théâtre. Et puis dans un deuxième temps, à partir de 2017, par Stéphane Alix, donc de l'INRAP, qui donc a exploré en fait un secteur un petit peu diamétralement opposé dans le quartier artisanal pour essayer de compléter les observations et puis essayer d'appréhender un petit peu, à partir de ces fenêtres-là, quelle était la nature des productions et la chronologie en fait de ce quartier. Une image, juste pour vous donner les principaux résultats de 2017. Donc ils ont été assez intéressants puisqu'ils ont permis d'explorer une unité de production, notamment là on vous donne le plan du IIe siècle, une unité de production complète à un angle de voirie, donc avec un bâtiment notamment qui accueille plusieurs fours autour d'une même zone de travail, des espaces de façonnage, donc des fondations de tours de potier, donc des extensions du bâtiment avec probablement des lieux de séchage et de façonnage des éléments. Tout ça organisé effectivement le long de la voirie. Donc une occupation qui s'inscrit globalement entre l'époque augustéenne et le IIIe siècle, et avec effectivement une évolution
des productions artisanales qui va passer progressivement en fait de la céramique à la métallurgie. Enfin, donc Stéphane y reviendra donc dans un autre secteur en fait sur ces différents types d'artisanat rencontrés qui évoluent effectivement au cours du temps. Donc les travaux qui ont été menés depuis 2014 permettent maintenant en fait, d'établir, donc c'est complété chaque année, d'établir une typologie qui commence à être bien fournie des productions céramiques de ce quartier de Potiers, notamment pour le 2e et 3e siècle, qui était jusqu'à assez peu de temps assez méconnu, voire inédit en fait, et maintenant, notamment grâce à la géophysique, on imagine qu'on a sur tout le secteur envisagé une centaine de fours de Potiers qui ont fonctionné sur plusieurs siècles, et donc du coup la production commence à être un petit peu fournie ici, donc des exemples de céramique culinaire en céramique commune et notamment des jattes. Ce sont des éléments phares en fait de la production de la Gennetois. Dernier point qui a été réalisé, exploré en 2018, c'est effectivement la structuration en fait même du complexe avec le lien notamment entre la voie qui se sort d'Autun en direction de Bourges, qui traverse tout le complexe, et puis notamment l'exploration. Donc, l'idée de l'explorer, c'est de connaître la chronologie en fait de cette voirie. Donc, il s'avère que cette voirie, a priori, dans la documentation qu'on a pu réunir au cours des différentes fouilles, s'inscrit dans le temps long, c'est-à-dire que cette voirie se superpose très certainement à une voie antérieure à la fondation d'Autun, probablement gauloise. Donc on a des indices qui commencent à aller dans ce sens-là. Et puis l'exploration a également porté sur ce grand canal qui reliait, donc artificiel, qui a été créé visiblement à l'époque, au tout début de l'époque romaine, qui relie le Ternin en amont, à la Roue en aval, et qui permet très certainement d'éviter les phases d'inondation comme celle qu'on a connue il y a une semaine ou 10 jours. Voilà. Donc effectivement, une vue générale, le temple de Janus, la route actuelle, qui reprend globalement le tracé de la voie de Bourges, pardon, et puis donc l'exploration qui a porté sur le franchissement du chenal qui suit cette orientation-là. Quelques éléments de l'année dernière, effectivement, des éléments, des poutres en bois qui correspondent à l'état primitif de franchissement de la voirie, et puis effectivement un canal qui a subi différents remaniements au cours du temps et qui a fini par être comblé à la fin de l'époque romaine, sachant que le franchissement se faisait effectivement plus par un pont en bois, mais par une voirie qui venait sceller le comblement du canal. Alors, la parole au responsable d'opération, et je vais me substituer donc à Franck pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur cette enceinte. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions d'un point de vue général, en fait, ou si on peut enchaîner. Pas de questions sur cette première partie de l'exposé? Oui? Alors, pour les potiers, est-ce qu'on sait d'où vient la matière première? Non, on n'a pas de précision claire sur l'endroit précis d'où vient la matière première, mais on a quand même des éléments de réponse. La matière première, elle n'est pas extraite du secteur même d'implantation des ateliers, puisque le substrat de ce secteur-là est alluvionnaire, en fait. On rencontre les alluvions de la Roue et du Ternin, donc un substrat très graveleux, en fait, qui se prête pas on n'a pas de veine d'argile. Dans le secteur, on sait, dans le secteur d'Autun, on sait qu'à l'est
la ville actuelle, hein, dans le secteur de Saint-Pantaléon. Il y a des veines d'argile qui ont été exploitées dès le Moyen-Âge, donc pour produire notamment des tuiles, des briques, des poteries également, et ce jusqu'au XIXe siècle. Donc pour l'instant, et c'est des zones qu'on explore assez régulièrement au gré des diagnostics réalisés, notamment pour l'extension d'un lotissement dans ce secteur-là. Donc Tristan est intervenu il n'y a pas si longtemps que ça sur une parcelle avec de l'exploitation de cette argile, mais plutôt moderne. Pour l'instant, pas d'indice de l'époque antique, mais bon, comme toute extraction, les périodes les plus récentes ont peut-être obturé l'accès aux traces d'exploitation les plus anciennes. Donc actuellement, on se pose la question de savoir si c'est pas dans ce secteur-là qu'on a extrait la terre. Voilà. Merci. Oui, Bertrand Légus. C'est une argile superficielle. Alors, dans ce qu'on a pu voir, dans les traces d'exploitation, on va dire, de l'époque industrielle, on va exploiter des veines d'argile un petit peu bleutées, notamment c'est des argiles qui comblent en fait les parties supérieures d'anciens chenaux, en fait. Voilà. C'est celle-ci qui a l'air d'avoir été exploitée de manière assez fréquente. C'est une argile qui est très plastique, très pure, et qui a l'air de se prêter au... Grise. Un peu verdâtre ou pas plutôt grisâtre. Parce que j'en ai à Saint-Pantaléon dans la... D'accord. Vous pouvez parler dans le micro. Pardon. On puisse en profiter, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, donc, parce Monsieur que j'ai... Liguis, donc, qui a dirigé effectivement une fouille sur les fameuses levées que vous connaissez peut-être à Saint-Pantaléon, qui va nous présenter ses travaux, qui se situe à côté de la SPA. Et qui est géologue. Et qui est géologue. Oui, donc je disais que j'ai des grandes quantités d'argile qui ont été amenées dans la levée que j'ai étudiée. Et cette argile est très plastique. Elle est verdâtre, grisâtre, verdâtre. Et elle a des morceaux de bandes de grès fins, beige. Et je me disais, bon, pour moi, ce serait de l'autunien, mais c'est toujours savoir d'où elle vient, cette argile. Pourquoi elle a été amenée là? C'est une bonne question. Voilà. Du coup, parce que donc je voulais savoir. Je vous avouerai, non, parce que du coup, il n'y a pas eu de programme spécifique sur justement essayer de détecter les origines des argiles. Ouais. Donc ça fait partie des observations qu'on mène dans le cadre ce qu'on appelle les diagnostics d'archéologie préventive. Donc c'est des sondages exploratoires qui permettent, donc l'objectif premier, c'est de détecter les vestiges et de savoir si par rapport au projet on fait ou pas une fouille. Ouais. Et on essaye d'observer un maximum ce qui se passe évidemment, mais on n'a pas forcément les financements pour aller dans l'exploration, je sais pas, les analyses d'argile spécifiques et tout ça. On essaye de faire des échantillons, on doit avoir des échantillons à disposition. Après, s'il y a des programmes qui ont des financements spécifiques pour étudier justement l'origine des argiles, si ça peut avoir un intérêt de comparer les argiles à des productions finies, je ne sais pas, il faudrait en discuter notamment avec des céramologues antiques. S'il y a un intérêt à ça, nous on a la matière première en fait pour le faire. Merci. Donc on va passer à la communication suivante sur l'enceinte néolithique de la Genetois. Alors, l'enceinte néolithique de la Genetois, oui. Alors du coup, je vais être assez succinct déjà pour deux raisons. Comme tu l'avais souligné, je suis antiquisant de formation. Et puis deuxième petit souci, c'est que Franck m'avait gentiment mis tout un tas de commentaires, mais je n'y ai pas accès en fait avec l'ordinateur. Donc je vais vous commenter les diapositives et je ne serai pas aussi précis en fait que Franck aurait pu l'être et j'en suis désolé. Donc effectivement, donc on est sur une étude pluridisciplinaire, donc notamment donc le responsable d'opération, c'est Franck Ducreux qui travaille à l'INRAP, qui travaille avec un étudiant. Il y a un étudiant qui s'appelle Alan Giraud qui le suit depuis le début, depuis 2017, qui est inscrit à l'université de Bourgogne avec donc Anthony Denner qui est cité dans le titre, qui est professeur à l'université de Bourgogne, et Alan Giraud réalise les études céramologiques. Donc, il étudie la céramique qui a été retrouvée sur le site de la Genetois des Grands Champs, exactement, de l'enceinte néolithique des Grands Champs.
Donc voilà, donc une carte qui vous replace en fait donc le Autun à proximité d'un lieu en fait qui s'appelle Chasseilles-le-Camp, que vous connaissez certainement, et qui a livré notamment des vestiges néolithiques d'une culture proche. Enfin, en tout cas, il y a des rapprochements culturels qui sont faits sur le site d'Autun, et donc effectivement un lien en fait entre la Saône et la Loire, hein, notamment via la Roue, hein, qui va se jeter dans la Loire, qui est notable par rapport à l'implantation de ces deux sites. Alors un plan ici qui vous donne l'implantation donc de l'enceinte par rapport au cours actuel du Ternin et de la Roue, la zone de confluence se situe là. Donc c'est une zone qui n'est pas inondable actuellement. Les dernières inondations nous ont montré que l'eau ne va pas jusque-là, et l'inondation notamment, on a pu analyser précisément les inondations de 2013, qui était semi-centennale, hein, donc assez exceptionnelle à l'échelle du siècle. Et donc, évidemment, on a pu constater que le tracé de l'enceinte est en dehors de la zone d'inondable actuelle. Et donc, des études vont être nécessaires, néanmoins, pour repréciser. On a ce qu'on appelle en fait des paléochenaux, d'anciens chenaux, hein, dans le secteur, pour préciser à quel moment ces anciens chenaux sont actifs et quel est le paysage hydraulique notamment de l'époque. Hein. Les études vont donc devoir être menées sur cet aspect-là. Voilà, un bref historique. Donc, je vais rapidement voir les points intéressants. Donc, c'est une recherche qui s'inscrit sur le temps relativement long. Hein. Les premiers travaux ont été menés à la fin du 19e siècle, notamment par la société Eduen. Se sont poursuivis au XXe siècle ponctuellement à l'occasion du creusement et de l'exploitation du gravier, donc dans le secteur de la Gentois, hein, donc notamment les gobelets que vous voyez là, qui relèvent d'une époque un petit peu postérieure au néolithique moyen, hein, qui est rencontré sur l'enceinte. On appelle ça le campaniforme. C'est cette période de transition entre le néolithique final et l'âge du bronze. Donc ça, ce sont des vases qui ont été découverts à l'occasion d'exploitation de gravier. Donc c'est des choses qu'on a retrouvées notamment en fouille. On a retrouvé des traces d'exploitation du gravier à l'époque certainement proto-historique, donc antérieure à la fondation de la ville. Beaucoup de traces d'exploitation de ce gravier à l'époque antique, notamment on l'a exploité pour faire les rues d'Autun à l'époque romaine, et puis des exploitations très récentes jusque dans les années 60. Mais heureusement, une bonne partie de l'enceinte est préservée de ces travaux. D'autres choses très intéressantes pour compléter notre vision, c'est les campagnes évidemment de photographie aérienne de René Goguet, notamment, qui ont permis de lever les premiers plans de cette enceinte, c'est-à-dire qu'on est dans un secteur où vous verrez certainement des photos aériennes. Chaque poteau se détache en fait à un moment donné dans l'été par rapport à la sécheresse différentielle en fait. Voilà. C'est très précis, on a pu mettre en place des plans très précis dès les années 70. Et puis évidemment, on a pu préciser tout ça grâce aux moyens mis en œuvre dans le cadre du programme de recherche, et notamment des prospections géophysiques qui ont eu lieu, dont je vous ai montré une carte un petit peu tout à l'heure, qui ont permis de préciser un petit peu tout ça. Alors à l'échelle des enceintes effectivement néolithiques rencontrées sur le territoire, si je me souviens bien de ce que me disait Franck, on est sur une dimension, voilà, tout a été mis à la même échelle, hein, avec différents exemples, et on est effectivement dans une enceinte, donc on appelle ça une enceinte palissadée à fossé interrompu. Donc en fait on a une palissade donc avec des poteaux en fait en bois, mais également des fossés. Et vous le verrez tout à l'heure, ce ne sont pas des fossés continus, mais des fossés qui s'interrompent de loin en loin.
Donc on est sur un type d'enceinte qui est assez bien connu et on est dans une dimension assez classique. Voilà. Pour autant, la surface délimitée d'une douzaine d'hectares, sachant qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, certaines gravières, exploitations de graviers anciens, ne nous permettent pas d'avoir une vision claire sur tout le tracé. En fait. Voilà, on a des petites incertitudes dans ce secteur-là. Donc voilà une image donc issue de la photographie aérienne de 1976. Donc effectivement avec la périphérie, les trous d'installation des poteaux porteurs et ce qu'on appelle les fossés interrompus. Donc ça, ce sont le secteur qui a été investi par les fouilles depuis 2017. Ici, notamment, des grandes traces qui ont été prises à un moment pour effectivement des vestiges funéraires, mais dont l'exploration l'année dernière, ou il y a 2 ans, a permis de revenir sur cette hypothèse-là et justement de plutôt considérer que ces grandes traces étaient en réalité de l'exploitation de gravier de l'époque romaine. Alors voici effectivement la carte géophysique. Donc comme je vous disais, là, les flèches permettent de bien suivre ce triple système d'anomalies. Donc les poteaux porteurs en premier, et puis les 2 rangées de fossés interrompus qu'on suit particulièrement bien sur ce secteur-là. Et c'est ce secteur-là qui a été choisi pour explorer et aller en fait à l'information, on va dire, archéologique, puisqu'évidemment là on a un plan qui nous permet d'avoir une vision en plan, hein, mais évidemment on ne peut pas se passer de l'exploration physique et donc d'une investigation archéologique pour avoir du mobilier qui permet de dater précisément les choses et puis d'essayer de déterminer quelles influences culturelles on peut rencontrer sur ce secteur. Alors on voit par exemple une photo aérienne, vous voyez très bien la rangée on peut distinguer chaque trou de poteau les uns des autres sur les contrastes colorés en moment de sécheresse. Donc là c'est une photo prise en 2019, juste avant la fouille. Donc la base vie se situant ici. Alors un plan cumulé effectivement des fouilles de 2017 et 2019, hein, donc sur cette périphérie orientale de l'enceinte, donc qui ont permis je vais me répéter, effectivement, d'explorer un certain nombre de trous de poteaux d'installation des poteaux porteurs de la palissade. Donc là, on les repère très bien. Les fossés interrompus, donc premier fossé et fossé externe. Et puis également, c'était un petit peu la surprise. Ce sont des enceintes qui sont traditionnellement, enfin dans celles qui ont été explorées, qui sont des enceintes qui sont vides d'occupation. Ici, à proximité de l'enceinte, vous avez un premier bâtiment sur poteau porteur hein, qui se dessine ici, donc qui est perpendiculaire à la palissade, et ici un deuxième bâtiment sur poteau porteur qui est parallèle à la palissade. Donc vous avez 2 bâtiments proches de la palissade. Évidemment, ici, ça n'a pas été possible d'explorer ce secteur-là, puisque c'est un secteur qui a été exploité dans les années 50 pour aller extraire du gravier. Et si vous connaissez le secteur, c'est là où vous avez un bosquet d'arbres au milieu des champs. La fouille de 2019, donc un décapage d'environ 1000 m², hein, donc dans ce secteur-là, qui permet de compléter l'image qu'on a de la périphérie de l'enceinte que je vous ai donnée à l'instant. Ici, vous avez le tracé, on le repérait à l'époque, mais moins sur la photo aérienne. En tout cas, c'est le tracé du canal d'époque romaine qui vient recouper les vestiges les plus anciens, notamment les vestiges de l'enceinte.
Donc vous repérez, vous êtes habitué maintenant, vous repérez les trous de poteaux, première rangée de fossés à fossés interrompus et deuxième rangée de fossés interrompus, et ici, donc en bleu, et ici, dans une couleur jaune, un ensemble de perturbations plus récentes, notamment des gravières de l'époque romaine. Donc une photo aérienne qui vous donne un petit peu une idée des vestiges qui ont été rencontrés. Du coup, l'attention a été portée suite à la demande en fait des experts en fait de la commission de recherche archéologique de la CTRA en fait. L'attention a été portée sur essayer de déterminer si les sols de l'époque néolithique étaient conservés ou pas. Donc dans la zone explorée, il s'avère que les sols ne sont pas conservés. On a pu mettre en place des dispositifs d'exploration particuliers pour regarder ça finement. Il a été montré que les sols ont été arasés, et notamment à l'époque romaine, pour justement aller chercher ce gravier dont on avait besoin pour, entre autres, construire la chaussée des rues de la ville. Quelques structures fossoyées, donc des trous d'installation de poteaux, a priori, suivant l'analyse stratigraphique, qui sont situés directement sous les niveaux romains. Donc ils sont très certainement antérieurs à l'époque romaine, et peut-être, selon Franck, je pense qu'ils sont vraisemblablement liés à l'enceinte néolithique. Donc on voit émerger effectivement ici une problématique qui va être, je pense, explorée dans les années à venir, c'est-à-dire essayer de reconnaître de manière un peu plus complète la nature en fait de cette occupation à l'intérieur de l'enceinte. Voilà, donc là vous voyez des profils notamment qui ont été réalisés sur les trous d'implantation des poteaux. Alors ce qui était assez intéressant pour ceux qui ont pu venir voir sur le site, c'est que quand vous explorez et vous faites une coupe à l'intérieur du comblement de ces trous d'installation des poteaux, vous avez ici en grisé le fantôme, si vous voulez, du poteau qui a été planté à l'intérieur de ces trous, qui sont très, très importants, qui font jusqu'à 1 mètre de diamètre et de mémoire 70 cm ou 80 cm de profondeur. Donc on a des sujets d'une quarantaine de centimètres de diamètre qui ont été plantés dans ces poteaux, dans ces trous de poteaux. L'exploration, effectivement, ces 3 années a permis de mettre en évidence des secteurs où vous avez un rétrécissement du diamètre en fait, de certains poteaux qui suggèrent, notamment ici, d'avoir peut-être une entrée, ici plus exactement en fait, une entrée qui a été condamnée peut-être, parce qu'on a 2 trous de poteaux qui sont plus petits, qui semblent avoir été rajoutés dans un deuxième temps pour bloquer, si vous voulez, un accès. Et ici on a interruption du fossé. Donc peut-être un accès effectivement qui a été condamné là. Et puis là, une hypothèse, donc 2 interruptions des fossés qui permettent à Franck Ducreux de s'interroger sur la présence éventuelle d'une entrée dans ce secteur-là. Ce qu'il en ressort, c'est une impression d'homogénéité de l'ensemble. Donc on a l'impression que les choses ont été construites quasiment d'un seul jet. Et ça va se vérifier effectivement sur l'analyse du mobilier. Donc des coupes ont été réalisées sur un certain nombre de fossés, de segments de fossés qui montrent, alors j'aurais du mal à interpréter clairement la diapositive, mais dans ce que je me souviens, c'est qu'on a des indices effectivement dans le comblement de ces fossés-là
de la présence, donc non seulement du fossé, mais d'un talus en gravier qui, si vous voulez, complétait en fait le dispositif. Et donc l'analyse fine du comblement des fossés permet de montrer qu'il y avait des talus réalisés avec les déblais qu'on avait extraits du creusement des fossés. Des belles planches de céramique. Donc c'est un mobilier qui se retrouve extrêmement fragmenté sur le site. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas de niveau de sol de circulation, donc c'est du mobilier qui va se retrouver piégé dans les structures les plus creuses, donc les trous d'installation des poteaux, les fossés notamment. Donc c'est un mobilier qui est quand même relativement fragmenté, mais qui permet effectivement quand même d'établir une typologie et de rattacher ça à des cultures. Et dans mon souvenir, je vous parlais tout à l'heure en fait d'une entrée condamnée sur l'enceinte, dans un des trous d'installation de poteaux, une céramique a été retrouvée quasiment entière, ce qui laisse suggérer, c'est une hypothèse, que c'est peut-être une céramique déposée volontairement, une sorte de rite de condamnation peut-être d'une entrée. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse qui a été soulevée, et c'est des choses qui sont, voilà, d'avoir une céramique quasiment entière, c'est des choses qui sont assez rares sur ce site. Alors là, j'aurais du mal à vous commenter précisément les formes typologiques qui ont été rencontrées. Voilà, donc alors, ce qu'il en ressort effectivement, c'est qu'on a une influence. Alors, je ne rentrerai pas du tout dans les détails parce que je suis très, très peu au fait des cultures en fait rencontrées, mais en tout cas, l'analyse précise en fait de la céramique montre qu'on a des influences culturelles qui sont nombreuses, assez complexes, et ça permet de nuancer l'image qui était celle du début, de dire, ben voilà, on a la culture chasséenne qui est rencontrée quasiment exclusivement sur le site. Donc on a des choses beaucoup plus nuancées, donc à partir de la céramique, et j'imagine qu'à partir du mobilier lithique, c'est aussi des choses, donc c'est-à-dire grâce au silex, l'étude des silex taillés, des provenances des silex, on va réussir aussi un petit peu à préciser ces différentes influences culturelles. Alors les travaux, donc pour l'industrie lithique, les travaux sont actuellement en cours. Il y a des travaux qui vont avoir effectivement lieu sur justement ce que je disais, sur l'origine des matières premières, savoir d'où viennent ces matières premières, est-ce que ça vient du coin, du secteur, ou est-ce que c'est importé. Donc c'est en cours d'étude. Et voilà, donc il y a une analyse qui va être réalisée à partir de tout ça. C'est en cours, donc voilà j'ai du mal à vous préciser tout ça. Donc on a beaucoup d'éclats. On retrouve même d'ailleurs en fait dans l'analyse en fait des silex et de l'industrie lithique, ce qu'on appelle l'industrie lithique. Donc il y a effectivement l'industrie qui concerne le site qui va se poursuivre, et on va intégrer, parce qu'à chaque fois qu'on fouille dans le secteur de l'enceinte, on a beaucoup de silex taillés qui ressortent. Donc ça, c'est des choses qui vont être explorées et analysées ces prochains temps. C'est Arnaud Goutelard de l'INRAP qui s'occupe de cet aspect-là. Donc on vous donne quelques photos. Donc effectivement, travail de synthèse qui va être en cours. Donc les qualités des déchets de taille et les observations faites témoignent d'activités de débitage vers la production d'éclats. Aucune activité de débitage n'est attestée sur le site. Voilà. 3 lamelles en silex s'interrogent de surcroît sur l'importation de lames et de lamelles ailleurs débitées, donc a priori plutôt de l'importation. Donc il y a des choses qui vont être explorées de ce point de vue-là. Voilà, donc je ne rentrerai pas du tout dans les détails. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu mettre des
des moyens sur la chronologie. Donc là, on a parlé d'influences culturelles qui permettent d'avoir une idée de la chronologie, mais la chronologie absolue, c'est-à-dire la datation d'éléments de charbon de bois notamment, a pu être réalisée, qui permet de préciser un petit peu la chronologie rencontrée. Alors, les différents endroits qui ont été... Alors, ceci... Voilà, je ne sais pas si ça paraît très très bien. Voilà, les différents échantillons qui ont été pris tant sur la palissade que sur les bâtiments donnent des datations qui sont assez restreintes, homogènes, situées entre 4300 et 4600 avant notre ère, et qui renforcent en fait l'impression d'homogénéité et de mise en place un peu synchrone des vestiges entre les bâtiments, l'enceinte et les fossés. Alors une petite image sur les perspectives. Alors sur cette image-là, la zone qui a été explorée ces 3 dernières années, et ici un secteur qui a été proposé à la fouille pour cette année, pour les prochaines investigations, et qui effectivement concerne une zone où on a la continuité effectivement de l'enceinte, mais également ici on voit quelques traces d'une possible extension en fait, de l'enceinte néolithique. Donc c'est un secteur intéressant pour analyser éventuellement cette première enceinte, compléter la vision, voir si on a une extension et notamment essayer de réfléchir à savoir si on a une entrée dans ce secteur-là. Évidemment, les études vont se poursuivre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelques questions à la salle, sachant que vous l'avez bien compris que Yannick, dans la mesure de ses compétences, qui sont grandes et larges, essaiera de vous répondre sur le néolithique moyen de la pièce de la Genevois. C'est ça. Ben, c'est pas grave. Bon, ma foi. On va passer à l'exposé suivant. Donc Stéphane Alix, qui va nous parler du quartier artisanal de la Genevois. Donc vous avez aperçu quelques images tout à l'heure dans l'exposé introductif de Yannick.